Sénat, on va traiter de la question de Mayotte. Le titre du sujet que nous allons aborder est le suivant: politique de santé et de sécurité dans les territoires d'outre-mer, la question de l'inaction de l'État français, le cas mahorais. Ce soir, nous plongeons au cœur d'un débat crucial. Mayotte, ce territoire français au carrefour de l'Afrique et de l'océan Indien, est en proie à une crise multiforme. 10 ans après sa départementalisation, l'île fait face à des défis colossaux. Ces difficultés sont les questions clés. L'inadaptation des mesures gouvernementales dans les territoires d'outre-mer relève-t-elle d'une inertie délibérée, d'une incapacité chronique de l'État à répondre aux urgences de ces départements éloignés? Pour éclairer ce sujet, nous accueillons 3 invités au cœur des réalités mahoraises. Théo Bieville, préfet de Mayotte, qui partagera son expérience sur la gestion de ces crises mises en œuvre par l'État. Ensuite, nous avons Adrien Pétillot, député d'Hiver de Mayotte, membre de la Commission sanitaire et des Outre-mer. Et enfin, nous avons Étienne Assini, professeur et chercheur en sciences politiques au Centre universitaire Mayotte. Entre insuffisance des infrastructures, montée des tensions sociales et pression migratoire, nous tentons de répondre à une question essentielle. L'État français est-il à la hauteur des enjeux mahorais ou Mayotte est-elle laissée seule? Alors d'abord, une première thématique, les thématiques principales sont les thématiques de la sécurité et sur le plan social. Alors, quels sont selon vous les principaux problèmes auxquels Mayotte est confrontée aujourd'hui sur ces deux plans-là, sécuritaire et social? Alors, je vais commencer par répondre. Alors, un des problèmes de Mayotte, c'est qu'en fait, nous ne savons pas par où commencer pour résoudre le problème. C'est que nous avons beau mettre en place des politiques publiques à mettre en œuvre et qu'en fait, nous sommes empêchés soit en fait par l'arrivée d'un nouveau problème. Le problème de Mayotte, c'est que c'est une île de 36 000 habitants et qu'il y a justement 6% de cette population qui n'a pas d'accès à l'eau potable. Quand je parle d'eau potable, c'est l'eau potable courante et qui n'ont jamais absolument accès à l'eau potable. Enfin, en ce moment à Mayotte, nous avons souvent des coupures d'eau qui font en sorte que pour justement préserver nos bassins de stockage d'eau potable, je vais vous dire ça en chiffres au niveau de la politique hydraulique de l'île, c'est que 80% de la production d'eau à Mayotte se fait via les retenues collinaires, 18% de la production via les forages et seulement 2% via le dessalement, qui est une condition pour obtenir de l'eau potable assez marginale pour le coup. Merci pour votre réponse. J'aimerais bien avoir le point de vue de 2 autres invités. Qui voudrait prendre la parole en premier? Monsieur le préfet, si vous me permettez, j'aimerais reprendre sur ce que monsieur Petillot a dit. Je pense qu'une des principales problématiques pour les Mahorais aujourd'hui, c'est tout simplement le quotidien. Les Mahorais ne peuvent plus sortir en sécurité, constamment victimes d'une actualité criminelle. Je pense qu'un des plus gros problèmes de l'île en ce moment, c'est bien cette instabilité sociale qui caractérise les rapports entre une population comorienne à hauteur de 58% selon l'INSEE et une population donc mahoraise qui désire l'intervention de l'État français mais qui malheureusement déplore des moyens peu efficaces. Département d'outre-mer seulement depuis 2011. Beaucoup ici, à commencer par les élus, se sentent abandonnés par la République. Il faut que le gouvernement nous considère comme étant des Français à part entière, et non des Français complètement à part. C'est pas le cas aujourd'hui? C'est pas le cas. Nous avons les minima sociaux les plus bas, nous avons les moins d'investissement, nous avons les moins de dotations et nous n'avons pas de considération. Hier, les élus ont proposé un plan de sauvetage chiffré à 1,8 milliard d'euros sur 10 ans. Ce soir, ils attendaient encore la réponse de l'État. Merci. Si vous me permettez. Allez-y, monsieur Bieville. Je vais passer à l'antenne. Concernant le problème de l'apport en eau et du sanitaire, je trouve que malgré tous les soucis qu'il peut y avoir sur le territoire qu'est Mayotte en Outre-mer, l'État essaie quand même de faire de son mieux. La préfecture dont je viens d'avoir la charge récemment s'est chargée de lancer un projet de construction d'usine de dessalement, tout simplement pour pouvoir produire plus
d'eau potable sur le terrain, qui est quand même une ressource primordiale et dont la population est censée avoir accès. Alors, excusez-moi de vous couper, monsieur le préfet, mais je suppose que vous allez nous parler en fait de l'usine de Ironipé, du coup, qui est dans la Lagon. Et sauf qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que votre projet d'usine, je de Ironipé, je suis fermement opposé en tant qu'élu de la nation, parce qu'en fait, il y a le lagon en question en fait, est impacté et il y a du coup une crise écologique à propos de ce lagon. Donc je pense qu'avant d'imposer des directives administratives, ce serait peut-être bien justement de s'intéresser aux élus locaux et pour justement mener une politique publique efficace. Il faut savoir faire la part des choses, monsieur Petillon. Je ne m'avancerai pas plus sur cette question. D'accord, merci beaucoup pour vos interventions. Maintenant, quelles solutions envisagez-vous pour répondre efficacement aux défis sanitaires que vous avez évoqués sur le terrain? Alors, en tant qu'élu de la nation, je pense que l'État doit tout d'abord, surtout la majorité, parce que je fais partie de l'opposition, il faut savoir que Mayotte, il faudrait sortir de la logique réactionnaire. C'est que l'État attend les problèmes avant d'y répondre et qu'il faudrait par conséquent faire preuve d'initiative et privilégier l'action plutôt que réagir et essayer de mettre en fait un pansement sur le genre de loi, tout simplement. Il faut avouer que sur ce point-là, vous n'avez pas tort. Mon prédécesseur a eu tendance à faire beaucoup dans la réaction et peu dans la prévention. Mais mon mot d'ordre à moi pour la gestion de cette préfecture de Mayotte désormais, c'est d'essayer de prévenir les problèmes, parce que mieux vaut prévenir que guérir. Donc sur ce point-là, je vous rejoins malheureusement. Alors, moi je reviens. Pardonnez-moi cette petite intervention, mais les discours c'est beau, mais l'action et le concret c'est mieux. Et je pense que les Mahorais n'en peuvent plus d'une situation qui, depuis la fin du XXe siècle, se détériore. Le coup d'État aux Comores n'a pas amélioré la situation, avec des populations qui sont délibérément utilisées par les Comores pour faire la pression sur cette île, qui est donc département français depuis 2011. Les Mahorais sont excédés de voir cette insécurité non réglée. En 2018, les affrontements ont eu lieu, ils étaient sanglants, et la réponse des politiques a été très tardive, et du moins les promesses tenues par le ministre Édouard Philippe n'ont pas été suivies. Peut-être est-il une raison politique, je ne sais pas, la question de magouille. Cependant, j'aimerais donc terminer en parlant voilà, d'une prise de conscience qui est réelle à Mayotte, mais d'une réaction du pouvoir politique qui est nulle. On veut des enfants qui sont construits, qui sont bien élevés. On ne peut pas dormir la nuit, même dans les maisons. Quand tu vas au travail, tu ne peux pas être tranquille parce que tu ne sais pas si tu vas retourner à la maison. Donc trop, c'est trop. Il y en a marre. Les Mahorais, les habitants de Mayotte sont fiers d'être français. On a choisi d'être français pour être libre. Alors, concernant les problèmes d'insécurité à Mayotte, nous avons mis en place, enfin, le gouvernement a mis en place, parce que je ne suis pas partie de ce gouvernement, l'opération Wambouchou, qui a été le déploiement par conséquent de 1800 gendarmes et de policiers, et des compagnies républicaines de sécurité et de la gendarmerie mobile, des escadrons. Et nous avons rencontré des difficultés justement pour résoudre ce problème, c'est que juridiquement, par la loi, nous avons la loi ELAN, donc pour les non-initiés, c'est la loi sur l'évolution du logement et de l'aménagement et du numérique, qui nous donne le droit de détruire sur 5 décisions administratives sans décision juridique les bidonvilles. Les bidonvilles, du coup, qui permettent d'accueillir les migrants, et c'est là où les migrants s'installent. Le problème, c'est que nous avons justement une justice qui a opposé son droit de veto, parce que si nous devons détruire les bidonvilles, nous avons une obligation de relogement de ces populations-là, ce que je comprends tout à fait en tant qu'élu de la République. Mais le problème, c'est qu'en fait, les forces de l'ordre ont été totalement décrédibilisées par cet acte. Et je pense que certains chercheurs devraient sortir de l'université et aller sur le terrain auprès des populations, parce que les chiffres, c'est vraiment similaires. Merci monsieur Petillon. Et donc, selon vous, donc, cette opération Wambouchou révèle-t-elle certaines limites donc, dans la gestion des crises à Mayotte? Et sur ce sujet qui est malheureusement toujours actif et qui pose énormément de soucis,
La préfecture de Mayotte a pris pour décision de soutenir sa police dans le sens où on sait le travail que nos forces de l'ordre essayent de réaliser sur le terrain. On sait la complexité de la tâche qui leur incombe. Malheureusement, il faut savoir faire des sacrifices. Et quand la préfecture locale, les décisions qui nous précèdent vont à l'encontre de notre plan global pour améliorer la situation, nous sommes dans l'obligation de devoir forcer la main. Alors, je me permets de réagir à ce qu'a dit le préfet. Monsieur le préfet, en toute logique administrative et pour fréquenter souvent cette partie de nos ministères, parle de sacrifice. Je ne suis absolument pas d'accord parce que justement la destruction des bidonvilles a un impact sur les vies sociales avec la population, dans le sens où des enfants de migrants effectivement, mais grâce au droit du sol, ont acquis la nationalité française, et la destruction des bidonvilles empêche l'accès à une scolarité normale. Je trouve totalement déplorable en fait en tant qu'élu public, et nous verrons à organiser une commission parlementaire pour justement régler ce problème dans les années à venir. Monsieur Pétillot, vous évoquez la question des bidonvilles. Ça m'amène sur ma prochaine question. Dans un territoire où les infrastructures sont souvent inadaptées, comment peut-on assurer une même répartition et gestion des fonctionnaires sur place? C'est une excellente question. Je dois dire que je ne suis pas extrêmement à l'aise pour répondre à celle-ci, étant donné que je viens à peine d'arriver dans cette nouvelle préfecture qui était jusque-là, ma foi, assez mal administrée. Et bien pour vous répondre en toute honnêteté, le territoire de Mayotte est quand même un territoire qui est assez défavorisé par rapport aux autres territoires d'outre-mer en termes de privilèges, d'exemption d'impôts, de rémunération pour les fonctionnaires, qui n'est pas équivalente à celle de la Réunion par exemple. J'ai des chiffres pour mes compères sur ce plateau qui n'en douteront certainement pas, mais la rémunération des fonctionnaires à Mayotte n'est que de 40% supplémentaire comparé à 53% sur la Réunion. Et de plus, la Réunion possédant une qualité de vie bien supérieure et nettement différente, il est logique que la majorité des personnes qui demandent à aller sur les territoires d'outre-mer privilégient des territoires comme la Réunion plutôt que Mayotte. C'est pour ça que nous avons cruellement besoin de personnel qualifié et que nous n'en disposons actuellement pas suffisamment. Oui, alors j'aimerais revenir sur ce qui a été dit, sur le bilan et l'efficacité de cette politique publique. Les Mahorais sont excédés. Finalement, c'est quoi mon bouche-trou? Au 11 septembre 2023, Gérard Darmanin annonce 400 logements détruits, 1327 interpellations, 55 sur 59 des chefs de gang arrêtés, et on constate tous au quotidien que finalement la criminalité n'a pas beaucoup baissé, et les chiffres qu'on peut obtenir sont de 10%. Voilà, c'est pas grand-chose au vu des moyens qui ont été engagés. Et quand en 2024, Marie Guévenoux nous annonce, donc la ministre des Outre-mer, qu'un Bouche-Trou 2 sera lancé, je pense que les Mahorais sont dans leur droit de se poser les bonnes questions sur ce que font leurs élites politiques et leur police par administration pour ne pas régler le problème, qui est un problème, je pense, plus de fond, de négociation obligatoire à avoir avec les Comores, et le problème ne sera jamais réglé si finalement on ne voit pas sur le long terme. Et voilà, ce reportage sur Mayotte illustre bien l'ampleur des défis auxquels ce territoire est confronté entre crise sécuritaire, sanitaire et sociale. Alors que l'État est pointé du doigt pour son inaction ou ses réponses jugées insuffisantes, la question reste ouverte. Mayotte peut-elle espérer des solutions durables ou restera-t-elle l'illustration des failles de la politique française dans les Outre-mer ? Malheureusement, nos échanges ont été interrompus, mais ce court-métrage met en lumière des problématiques qui méritent une réflexion approfondie. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Public Sénat.